Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast My Hair, My Power. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Kenza. Kenza, bonjour. Salut Kelly, comment vas-tu ? Je vais bien, merci. Écoute, bienvenue chez moi. Ouais, c'est très beau, je suis ravie, je sais pas si les autres vont voir, mais c'est une pièce incroyablement belle et bien lumineuse et très contente d'être à tes côtés aujourd'hui. Écoute, je suis ravie, j'espère que justement, on va pouvoir discuter de plein de sujets qu'on a sous le feu. Et donc du coup, pour toutes les personnes éventuelles qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux me dire qui es-tu et que fais-tu ? Avec grand plaisir. Alors moi je suis Kenza, créatrice de contenu, engagée et militante contre la discrimination capillaire avant tout, partisane du Natural Hair Movement pour les bilingues, sinon en français c'est le cheveu naturel, le mouvement des cheveux naturels. Et c'est vrai qu'à travers mon histoire et mon témoignage, je trouvais ça important du coup à travers les réseaux sociaux de partager ça et à travers différentes choses, que ce soit de l'humour, des routines et notamment les routines avec les produits Secret Loli pour embellir nos belles chevelures. Donc en globalité, c'est un peu ça qui je suis aujourd'hui. Alors justement, qui tu es aujourd'hui, c'est ça, mais qui tu étais avant ? À quel moment tu as commencé justement et qu'est-ce que tu as commencé par faire ? Parce que ça fait un moment qu'on se connaît, qu'on se croise, parfois on a collaboré ensemble sur certaines opérations. T'as commencé quand en fait dans le domaine de la création de contenu ? Alors moi j'ai toujours été passionnée de montage vidéo à partir du moment où j'avais eu mon premier ordinateur au lycée. Il y a la région qui distribuait en fait des ordinateurs gratuitement et je me souviens que j'avais découvert un logiciel de montage vidéo qui était génial et c'est vrai que c'est parti de là entre guillemets cette passion de montage. Les réseaux sociaux réellement c'est à ma première année de fac où j'ai rencontré une fille qui avait des cheveux mais impressionnant. Elle m'a tellement heurtée en fait sur qui j'étais avec moi-même, puisqu'à cette époque-là, j'avais les cheveux lisses et bien défrisés, ce qui fait que elle m'a montré en fait les influenceuses américaines, tu vois, sur Instagram, etc. Elle me disait regarde ce qu'elles font, les routines, etc. Et ça m'a donné envie de faire pareil en termes de vidéos, etc. De me lancer dans cette petite aventure. Je crois que c'était en 2016-2017, si je te dis pas de conneries, vraiment la première fois où j'ai téléchargé Insta et je me suis mis à faire des petits trucs sympas. Et c'est vrai que par la suite, quand j'ai commencé à acheter mes premiers petits produits pour les cheveux au naturel, pour les sublimer, je me souviens, je prenais des petits trucs, j'en sais rien, qui me passaient par la main, j'essayais des recettes et je partageais ça. Beaucoup do it yourself. Ouais, beaucoup. Majoritairement, en même temps, il n'y avait pas grand-chose à ce moment-là, tu vois. Et ouais, ça a commencé de là, en fait, cette petite passion, et à partager au fur et à mesure des petites recettes. Et les gens aimaient bien, enfin, les gens, on était 400, c'était mes potes. Mais ça prenait plutôt. On a tous commencé quelque part. Et donc toi, t'as commencé sur Instagram. Aujourd'hui, t'as une chaîne YouTube ? J'ai pas de chaîne YouTube, tiens, pas du tout. T'as pas encore de chaîne de YouTube ? Non. Justement, t'es dans un moment de transmission et un moment en fait où justement tu commences à être un peu plus militante. T'es assez présente sur TikTok par contre. J'aime beaucoup TikTok, j'aime beaucoup Instagram. J'ai cette sensation que YouTube c'est un autre univers et peut-être pas encore. C'est beaucoup de charge mentale en fait d'être sur plusieurs plateformes. Mais bien sûr. Je pense que tu sais très bien de quoi je parle. Et ton parcours aussi qui est très intéressant et inspirant surtout. Donc c'est vrai que avoir plusieurs domaines et plusieurs réseaux sociaux c'est dur. Donc le pourquoi d'avoir choisi TikTok et Instagram, déjà parce que la facilité, c'est quand même des courts vidéos, plus facile à aussi interagir avec les autres, tandis que YouTube, je pense que c'est plus naturel dans le mouvement aussi avec TikTok. Ouais. Et dans l'authenticité qu'une vidéo YouTube qui est que tu as vu, que tu as découpé, que tu as mis du temps, peut-être une semaine à préparer, tu peux plus être dans la spontanéité. Dans la spontanéité. T'as tout dit. Okay. Exactement, c'est le mot. Authentique, spontanéité, et c'est plus facile. Et en même temps, on peut mettre des petites stories, etc. Vraiment dans le vif du sujet. Et ça correspondait en tout cas mieux à l'heure actuelle encore à ma personnalité. D'accord. Bah oui, c'est vrai que tu es quand même quelqu'un d'assez spontané. Et donc, du coup, tu te lances sur les réseaux sociaux. Mais il me semble aussi que tu as été community manager il y a quelques années pour une marque. En effet, j'ai fait mes études dans la communication. Voilà. J'ai fait une première année de droit, complètement chaotique. C'était pas la du tout mienne pour aussi, moi. Je te rassure. Donc. C'est vrai. Oui. Merde, on est tous un peu échoués dans ce moment-là. Du moins, quand on est créatif, c'est pas fait pour nous. Et c'est vrai que j'ai fait des études de com et ensuite j'ai eu la chance en effet de travailler à la
Je peux dire la marque. Oui, tu peux. Mais génial, chez Cadalis. Oui, donc en effet, j'étais chargée de communication. C'était enrichissant d'avoir en fait l'autre envers du décor. Le côté marque. Exactement, le côté marque, parce que c'est pas la même chose. C'est quand même... C'est pas le même travail du tout. Non, on travaille pas la stratégie de la même manière. Créateur de contenu, c'est vraiment autre chose. Et en même temps, quand tu es créatrice de contenu, tu dépends de toi-même. Tandis que quand tu dépends d'une marque, tu as des enjeux, tu as des objectifs, c'est beaucoup plus de pression. En tout cas, sur ce... Il y a une attente parce que d'un côté, il y a un consommateur et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est un follower. C'est pas la même chose. Pas la même chose. Et du coup, si tu devais retenir quelque chose du côté de cette période de ta vie où tu as été community manager, qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu as vu et que tu t'es dit, tiens, par contre, quand je vais me mettre à créer du contenu pour moi, et ben ça, en fait, je vais l'explorer. Il y a un truc que t'as parfois ramené du travail plutôt dans ton secteur de la création personnelle? Alors, c'est vrai que je dirais que c'est venu en complément, en fait, ce métier-là de chargé de communication, puisque la création de contenu, j'avais déjà quand même atteint un petit d'abonnés pas mal, en fait. C'était, je pense, avant même que j'intègre ce job, j'avais 10 000 abonnés sur Instagram et 100 000, je crois, sur TikTok. C'est vrai que j'avais déjà, on va dire, la partie créateur de contenu et au contraire, j'étais intéressée de voir aussi qu'est-ce qui se passait de l'autre côté. Donc, pour répondre à ta question, ce qui m'a le plus enrichi en étant de l'autre côté, je pense que c'est le respect encore plus envers les marques. Ce qu'elles attendent de nous, les deadlines, le respect des deadlines, et en même temps les enjeux aussi que je peux comprendre pour une marque quand potentiellement ça marche pas, et ça me permet aussi de me dire est-ce que je peux piloter et réfléchir des deux manières, réfléchir en tant que si j'étais ce que veulent voir les gens, ce que voir les gens et qu'est-ce que la marque voudrait aussi. Donc ça m'a permis en tout cas de me construire plutôt cette compétence là en fait. Oui, c'est ça qui est intéressant, d'avoir la double compétence. Exact. C'est pour ça que je voulais revenir sur cette période-là pour bien essayer d'avancer dans ton parcours. Donc on t'a vu grandir sur les réseaux, on t'a vu faire pas mal de tests capillaires. Toi, ton histoire personnelle, parce que My Hair My Power, c'est ça, c'est une histoire. On a tous une histoire personnelle avec nos cheveux, et parfois ça nous aide à nous construire, parfois ça nous déconstruit aussi. C'est clair. Et donc du coup, toi, ton histoire personnelle, c'est pendant des années tu t'es défrisée, et à quel moment t'as eu le déclic? C'est cette rencontre à la fac, ou bien ton déclic il a été ailleurs? Et j'aime beaucoup ta question parce que en y réfléchissant beaucoup, c'est vrai que cette personne, premièrement, c'est clair que quand je l'ai rencontrée, donc à la fac, elle m'a heurtée. Parce que tout de suite, j'ai dit, mais ça existe. J'avais même pas conscience qu'on pouvait travailler des cheveux comme ça. Donc clairement, quand je l'ai vue, ça m'a heurtée déjà en première phase. Et je dirais que dans un second step, c'est... de toute façon, le mot transition capillaire, il se porte bien. C'est-à-dire que quand bien même je l'ai vu, moi, ça m'a mis du temps vraiment à me dire... Ouais, ta transition, elle a été longue. Ouais, couper ce qui était abîmé. Déjà, j'avais peur de couper mes cheveux. Pour renoncer. C'était renoncer totalement à ce à qu'on autre m'avait chose. inculqué. Ouais. Ah ouais, c'était repartir à zéro sur de nouvelles façons de se percevoir. Et en fait, je dirais que le vrai moment où je me suis dit, et d'ailleurs c'était un peu la problématique, et je trouve ça cool qu'on puisse en parler toi et moi, c'est que j'ai commencé à créer une perfection de la boucle. Donc je devenais mais complètement... Ayatollah de la boucle. Ah ouais, je me suis dit, fallait que j'atteigne ça. Donc je te dirais que mon déclic, il est venu que, vraiment, je te dirais vraiment... Il n'y a pas si longtemps que ça. Exactement, il n'y a pas si longtemps que ça. Je dirais l'année dernière. C'est ça qui est très intéressant, parce que moi je l'ai abordé souvent dans ce podcast, c'est que on est sorti d'un carcan, des cases et des codes que la société nous impose et nous a imposés donc de génération en génération, et au moment où on passe au naturel, il y a cette passion pour ce nouveau monde qui arrive, on a les yeux qui brillent, on discute, on parle, on échange, on essaye des dizaines de produits, ce qui est contre-productif. C'est clair. Tu mélanges les marques, tu mélanges les produits, tu mélanges le type de produit, tu mélanges les méthodes, les techniques, etc., mais c'est normal, t'es en train de découvrir un autre monde. Alors là, c'est comme si, tu vois, t'arrives à Disney. Et au bout d'un moment, tu finis par rentrer dans un mood où t'es à la recherche d'une autre perfection, comme tu recherchais la perfection, en fait, du lissage brésilien, du carré qui brille, etc., etc. Et c'est bien que tu nous le dises aujourd'hui que, voilà, moi, je suis Kenza, je porte mon afro, je le porte que ce soit en milieu pro ou en milieu perso. Je m'assume aujourd'hui, mais finalement, ça fait pas si longtemps que ça que j'embrasse vraiment toute la versatilité, les good hair days comme les bad hair days. T'as tout compris, parce que c'était vraiment, comme on le redisait, je pense que dans le psychologique, de changer en fait comment je pourrais te dire, une habitude, et même ce qu'on t'a ancré jusqu'à ton jeune âge, comme on le disait, il fallait avoir les cheveux lisses parfaits.
Alors forcément, je reproduisais le même schéma, version à l'envers, avec les cheveux bouclés. Exactement. Donc déconstruire ça, ça m'a pris du temps. Mais en même temps, je te dirais que la réalité de tout ça, c'est à partir du moment où je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous sur les réseaux? C'est là où je me suis dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu transmets là? Ouais, je dis pourquoi tu fais ça? Pourquoi des routines? Pourquoi des recettes? Certes, pour avoir des cheveux beaux, mais c'était pas, je sentais que j'étais pas encore 100% en phase avec moi-même. T'es pas alignée? Non. C'est vraiment au moment où je me suis dit, ah bah oui, mais c'est la discrimination capillaire. C'est exactement pour ça que t'es sur ça. Et dès que vraiment, c'est comme si d'un coup, c'était enfin mettre le mot sur ce que j'avais. Enfin me diagnostiquer. C'est un peu bizarre à dire, mais à partir du moment où tu sais qui tu es et qu'est-ce que tu as, bah, c'est là où je me suis dit, c'est bon. Je sais où j'en suis et c'est pour ça que je fais ça. Et du coup, là, j'ai commencé à m'amuser avec mes cheveux, à les laisser aussi, comme tu l'as dit, avec des bad days, si on peut dire ça, pas vraiment en fait. Sortir sans forcément travailler la boucle, sortir en ayant des frisottis qui sortent parce qu'il pleut un peu. Et enfin, je me sentais pas mal de sortir comme ça ou d'aller voir des gens juste parce que j'avais des frisottis. Mais c'est ok en fait. Mais c'est venu tard quoi. Ouais. Mais tu sais, je pense qu'il faut décomplexer en fait les gens là-dessus. Moi encore, en tant que Kelly Massol, il y a genre une semaine, je me suis attachée les cheveux et j'avais plein de chichis. Et je regarde, je dis, mais en fait, j'ai pas envie de mettre de produit aujourd'hui, j'ai pas envie de me lisser les cheveux, de les plaquer pour que mon chignon il soit nickel. Et donc du coup, je suis sortie comme ça. J'avoue que j'étais pas forcément hyper à l'aise. Donc si moi, je me sens pas à l'aise à cet instant T-là en me disant, peut-être que j'aurais dû faire un effort, et ben... Tu te dis qu'il y a plein de personnes qui en sont bien plus en amont dans leur réflexion, qui démarrent et qui sentent quand même une pression sociale de la boucle. Et My Hair, My Power, c'est reprendre le pouvoir, mais c'est aussi reprendre le pouvoir en fait de son propre regard sur soi-même. Exactement. C'est hyper important de se dire que en fait, t'es tolérant pour les autres, mais il faut aussi être tolérant pour toi-même. Est-ce que toi, c'est venu progressivement également ? Moi, j'ai toujours... Alors, il y a quelque chose qui est assez incroyable, c'est que je fais partie, en fait, des initiatrices du mouvement, en fait, naturel en France. Mais de base, j'ai pas eu à faire de transition parce que j'ai toujours été naturelle. Mais par contre, respecter mon cheveu, l'aimer, en prendre soin et répondre à ses besoins et avoir un cheveu en bonne santé, c'est comme une transition, c'est la même chose. Parce que finalement, t'as cette intolérance où, même si il y a plein de femmes qui ne se défrisent pas, mais elles s'attachent les cheveux toute la journée ou elles portent des nattes toute l'année. Ce qui revient au même, en fait. Exactement. Puisque tu portes pas ton cheveu dans son état naturel et tu le laisses pas vivre, en fait, s'exprimer. Et tu te contiens en disant, je peux pas sortir, il faut que je fasse mes nattes, ou il faut que je fasse mon chignon. Et on en connaît toutes, des femmes qui sont toute l'année en chignon. Beaucoup. Alors qu'elles sont naturelles. Exactement. Donc, je pense qu'il y a encore plus de naturel que ce qu'on pense. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de femmes qui ont du mal à se dire... en fait, c'est pas juste utiliser des produits naturels. C'est aussi porter son cheveu au naturel dans toute la versatilité qui va avec. Il y a des jours où tu vas être en flic, tu vas avoir des finger coil, tu veux de l'ultra définition. Et il y a des jours où tu veux juste porter ton volume, et si tu as des frisottis, c'est pas grave, tu veux un big afro. Et en fait, il n'y a pas de mal à ça. Quand j'ai créé en fait le Weightless Programme, j'étais dans une phase de rébellion vers justement ce culte de la boucle parfaite. L'idée était, attends, pourquoi on est en train de rentrer dans ce truc, ou dans ce nouveau carcan où on veut... de la boucle. Alors j'entendais des personnes qui avaient des cheveux qui n'étaient pas bouclés, qui te demandaient si tes produits pouvaient les boucler. Enfin, là, on était vraiment au marché sur la tête. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est là où ça m'a heurté, c'est la majorité du temps quand les gens me disaient « Mais je veux les mêmes cheveux que toi. J'arrive pas à avoir les boucles comme toi. » Et ça, j'ai commencé à me dire « Oula, je partage pas le bon message. » Et en plus, tu participes à encore autre chose. Ouais. Mais oui, moi, ça m'a fait peur parce que je me suis dit « Je suis en train de faire l'inverse de ce qu'à la base, j'ai envie de transmettre. » Donc typiquement, tu vois, et ça m'a fait heurter aussi avec ce que tu parlais de ton Weightless Programme. J'avais écouté déjà plusieurs choses que tu avais dit à ce sujet, et ça aussi, ça m'avait fait réfléchir. Et j'ai dit, mais c'est clair, j'avais pas eu aussi l'inverse, même du moins quelqu'un qui en parlait, parce que ça devait être, c'était inconscient en fait quand je le faisais. C'est inconscient. C'est ça. C'est inconscient. Ensuite, les réseaux sociaux, en fait, c'est bien parce que ça apporte le partage. Mais c'est vrai qu'on a des gens qui sont un peu plus influençables, qui sont en construction d'eux-mêmes, qui sont encore sur leur transition. Ou des personnes plus jeunes, et là ils te disent je veux être comme toi. C'est là où tu te rends compte que on parle d'influence en fait.
C'est ça. D'influenceur, c'est que tu peux influer sur la vie des gens. Et donc, voilà. Après, là, je pense qu'on est dans une phase où, moi, ça fait 15 ans que je suis que la marque existe, je suis dans le domaine. Toi, donc, depuis 2016, tu commences en tout cas à partager ton parcours capillaire et ton aventure. Aujourd'hui, le hasard fait que nos chemins se recroisent sur d'autres sujets, beaucoup plus politiques. Comment tu le vois, toi, justement, ce fait qu'on passe des réseaux au fait qu'actuellement, on est en train de discuter et de participer à un colloque autour de la discrimination capillaire pour faire passer une loi autour de la discrimination capillaire. Comment tu vois, quel est ton regard là-dessus, justement, sur le fait qu'on est en train de parler de quelque chose qui nous a touché intimement, qui finalement est en train de devenir public? C'est beau. C'est la consécration, je dirais, d'années de travail sur nous-mêmes et en même temps, toi aussi, d'années de travail pour enfin réaliser que nos cheveux sont beaux et méritent justement la représentation dans la société. Donc, je te dirais que les mœurs sont en train de changer et c'est aussi cool de me dire qu'enfin, tu peux y participer. Franchement, là, j'ai l'impression de vivre une consécration et un rêve. C'est pour moi, aujourd'hui, de me dire, si je fais ça sur les réseaux, c'était aussi ce but-là. Donc d'en arriver à ça, je me dis waouh, quelle chance de pouvoir parler de quelque chose qui m'a touchée et en même temps qui m'a amenée sur les réseaux, qui aujourd'hui est devenu mon métier et qui en même temps j'arrive à retransmettre l'histoire des autres à travers potentiellement ma voix. Donc je me dis enfin on nous écoute déjà. On nous écoute à notre juste valeur. Et on voit qu'il y a un réel. En fait, nous, ça fait des années qu'on dit qu'il y a un souci de représentation. Exactement. Il n'y a pas que la représentation, on est en train de parler de quelque chose de sociétal. Si aujourd'hui quelqu'un n'arrive pas à trouver un simple shampoing parce qu'elle a les cheveux bouclés à côté de chez elle, il y a un problème et il y a donc une différence entre nos concitoyens. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a, ils peuvent aller au supermarché du coin et il y a une partie de la population française qui est obligée de commander sur Internet ou faire 1 heure de trajet pour aller chercher un produit élémentaire qui fait partie d'une routine d'hygiène. Oui, c'est exactement ça. Voilà. Hormis le côté accessible que tu as très bien relevé, pour moi, il y a aussi le côté information. Il y a très peu de conseils et d'informations sur nos cheveux, sur quelle routine utiliser. Il y a encore beaucoup de monde qui me disent « Mais quelle étape je dois faire ? Quel produit ? Pourquoi ?» Donc, je trouve ça dommage. Tandis que la peau... Il y a le manque de transmission, c'est sûr. Alors que sur le sujet de la peau, on a déjà énormément avancé sur ça. Oui. Je suis d'accord avec toi. Après, je pense qu'on est à un croisement des mouvements et il y a beaucoup d'informations qui ont été compilées. Ouais. Là, actuellement, je ne sais pas si tu as vu passer ça, mais il y a quand même une class action qui est en train d'être faite aux États-Unis avec 7000 femmes qui portent plainte, en fait, parce qu'elles ont le cancer et que la corrélation entre le cancer et le défrisage a été faite. Ouais, je l'ai vu. On est sur une avancée, en fait. Non seulement... en termes de santé publique, on arrête donc d'utiliser des produits avec de la pétrochimie ou des produits qui altèrent aussi, qui vont jusqu'à altérer ta santé, vu la corrélation avec le cancer. Et de l'autre côté, il y a quand même aussi cette affaire de mentale, en fait, de souffrance mentale que beaucoup de gens ont et partagent autour de, ne serait-ce que d'une... Alors, il y a la couleur de peau, il y a le body positivisme autour du capillaire. Exactement. De toute façon, ça rappelle beaucoup de choses, je dirais, au-delà de l'aspect esthétique du cheveu. Ça rappelle un racisme banalisé, déjà en première instance, je dirais. Et en même temps, on voit que malgré qu'on continue en fait à vouloir se défendre, je trouve que malheureusement, on a encore des conséquences aujourd'hui. Déjà que c'est dur de s'accepter, c'est dur de devoir s'imposer, et si en plus ça atteint notre santé, je trouve que ça fait un package qui est quand même assez lourd. Donc je te dirais que cette loi, elle a totalement sa place et enfin, on peut parler de ça en mettant un point d'honneur à ce que ça s'arrête. Alors oui, et je pense que notre but, et je pense que c'est le but de notre intervention demain, c'est de se placer non pas en victime, mais en meneur d'une action sociétale, mais qui a aussi des répercussions, et donc là moi c'est parce que je suis businesswoman aussi, qui a des répercussions énormes économiques. Oui, on consomme moins de défrisage et 1 femme sur 10 en fait se défrise encore, donc en fait il y a eu un retournement donc du marché, mais de l'autre côté il y a des dizaines de marques qui se sont créées, des dizaines d'emplois, des milliers d'euros de chiffre d'affaires, ce sont des impôts, des emplois concrets, etc. Donc il y a tout intérêt économiquement, en termes de santé publique, santé mentale, mixité, acceptation raciale, à se pencher sur la question.
Moi, bon, en même temps, il y a un côté positif et un peu qui m'attriste parce qu'on est quand même en 2023. La loi de discrimination capillaire a déjà été votée aux États-Unis mais en 2017. À quel point on est en retard encore. Je te dirais, j'ai même l'impression... Tu veux la vraie réponse à ça? Ouais. La vraie réponse, c'est qu'il faut arrêter de penser. Et là, je sens que... En fait, il faut arrêter de penser qu'on est beaucoup. On est dans un pays où, en termes de représentativité, on vit dans un pays essentiellement caucasien qui a une magnifique mixité sociale, qui commence à avoir une mixité et une diversité. Mais moi, j'ai regardé les statistiques de l'immigration, ne serait-ce qu'il y a 2 jours. D'accord? Ouais. Qu'est-ce que ça dit? Eh ben, il n'y a que 7 millions d'immigrés en France. Okay. Et dans les 7 millions, le top 3, c'est 12,5% d'Algériens, aux environs de 11% de Portugais et 10% de Marocains. Ce qui est rien. Donc là, je vous donne juste ces chiffres-là. Je vais pas descendre toute la liste parce que voilà, donc il y avait tous les pays d'Afrique dedans. Je les ai regardés. Donc d'un côté, il y a ça. Il y a 7 millions d'immigrés. Ensuite, bien sûr, il y a des gens qui sont pas immigrés, voilà. Mais il faut se dire que ça met autant de temps à arriver comparé à un pays comme les États-Unis, qui a un pourcentage incroyable d'afro-descendants. On est en train de parler de millions et de millions de personnes. C'est pour ça qu'ils ont cet impact. C'est pour ça que demain, t'appelles au boycott aux États-Unis, il y a un impact qui est quasi immédiat sur les actions en bourse. Ouais. Nous, notre chiffre, de par notre chiffre, on n'est pas une niche, mais notre impact est moins fort et on se dit, c'est pas si important que ça et les gens se rendent moins compte des choses parce qu'on est moins nombreux. C'est exactement ça. C'est ça, d'où le côté banalisé. Alors qu'au final, aujourd'hui, si par exemple des employeurs se permettent du coup de dénigrer une personne en fonction de son type de cheveux ou quand bien même, que ce soit dans le côté personnel, à l'école, l'harcèlement qu'on peut avoir également avec notre cheveu, c'est là où je me dis, il y a quand même un problème. Quand bien même on est moins, quand bien même on a par rapport à d'autres pays, il faut pas que ça soit quelque chose qui se répète puisque ça crée après, comme on se l'est très bien dit... Ça touche tous les pans de la société déjà. Ah oui, ça touche tout et puis ça atteint complètement le psychologique de la personne. L'estime de soi, son origine, son identité, ça remet en doute beaucoup de choses, notamment ma maman qui elle est en pleine transition actuellement et c'est dur pour elle quoi parce que c'est encore plus dur parce qu'elle a encore plus d'années derrière ouais. Avec justement tout ce stigmatisme, tu vois, de tant d'années en fait de cette discrimination capillaire voire raciale. Donc oui, je suis totalement d'accord avec toi. Et donc là par exemple cette semaine c'était la semaine où il y a eu une journée pour le harcèlement scolaire en France, tous les élèves devaient être habillés en bleu. Oui. C'est exactement ça en fait. Si tu apprends déjà la différence à l'école primaire, à l'école au collège, que c'est normal d'avoir des cheveux bouclés, que c'est normal d'avoir des cheveux crépus ou frisés, que c'est normal d'avoir différentes teintes et carnations. Et ça, on en avait parlé avec Lucie de Baby à tout prix dans un des précédents épisodes. Déjà, tu pars sur une base saine avec des gens qui sont bien dans leur basket et des gens qui ne sont pas, dès l'origine, discriminants. Et ces personnes-là qui sont aujourd'hui là à l'école seront les employeurs de demain, seront les salariés de demain. Donc, c'est très important qu'à la racine du problème, c'est l'enfance. Moi, je travaille aujourd'hui, non pas pour la future génération, non pas pour la génération existentielle, mais je travaille pour la future génération. Si on a une future génération qui est bien dans ses baskets, qui bénéficie d'empowerment, de self-esteem, de self-love, et ben en fait, c'est comme ça qu'on va casser en fait cette roue en fait. On a une roue vicieux et le cercle il est vicieux et en fait c'est trop tard. C'est pas trop tard, mais c'est beaucoup plus difficile de faire changer quelqu'un comme ta mère. Exact. Que d'inculquer à un enfant les bonnes bases. Ouais. J'ai des tantes, elles ont 40, 50, 60 ans. On m'a regardé il y a 20 ans, pourquoi t'es naturelle, machin. Quand je pensais aux chignons attachés tout à l'heure, je pensais typiquement à mes tantes. Ouais. Elles sont naturelles, mais attention, pas trop. C'est pas trop déclaré, faut pas abuser. Elles se sont défrisées pendant des années et leurs filles ont arrêté de se défriser. Et en fait, tu vois, on a remonté l'échelle. Ouais, ça me fait penser à quoi? Il y a, j'ai tourné une vidéo qui est pas d'ailleurs encore sortie, mais avec du coup une influenceuse qui s'appelle Myriam. Elle a des cheveux mais incroyables. Et elle m'a raconté quelque chose qui m'a beaucoup heurtée. Elle est jeune, bon, elle a mon âge, quoi, elle a la vingtaine, un peu plus. Et en fait, elle s'est mariée il y a pas longtemps avec son mari. Et je pense qu'elle a jamais été aussi confrontée qu'à un choc des cultures à ce moment-là parce qu'elle est venue à son mariage avec ses cheveux au naturel.
long, bouclé, etc. Et elle m'a dit, tout le monde, arrêtez pas de lui dire, mais pourquoi tu t'es pas coiffée, comment oses-tu venir à ton mariage comme ça? Donc ses tantes, etc., qui en fait lui rappelaient constamment pendant son mariage que ce qu'elle faisait, c'était pas normal. Ou alors, elle m'a dit, ce qu'elle a pas aimé non plus, c'est qu'à l'inverse, il y en a qui la félicité. Elle a dit, mais pourquoi vous me félicitez? C'est moi. C'est pas un exploit de venir comme ça. Alors, je comprends, mais pour avoir travaillé il y a très longtemps sur le sujet et avoir eu des échanges à bâton rompu à l'époque de Bouclé Coton là-dessus, on est inculqué dans notre culture que le jour de ton mariage, un jour de baptême, un jour où tu vas chercher du travail, tu te lisses les cheveux. Et donc le fait de s'assumer au naturel un jour important et gravé dans la roche qui est ton mariage est un acte fort. Malgré elle, c'est un acte militant. Donc à l'époque, on l'aurait regardé, il y a 10 ans, on l'aurait regardé en disant ça aurait été pire en fait. Parce qu'elle n'aurait pas eu de félicitations tout court. Donc ces gens qui la félicitent, ce sont aussi des gens qui lui transmettent un message positif parce qu'elle les a peut-être impactés en se disant putain, moi j'ai pas eu le cran de faire ce qu'elle vient de faire, donc je vais la féliciter. Il faut qu'elle le prenne dans ce sens-là. Et bien entendu, les gens qui, culturellement parlant, ils sont bloqués. Ils sont bloqués, en fait. Les gens sont bloqués. Bien sûr. Et c'est dur, de toute façon, de faire changer des mentalités. C'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, on parle encore des immigrés, alors que je vois pas pourquoi ça a la place dans la politique. Mais bon. Non, mais on est en 2023. On est en 2023. On est obligé d'avoir un podcast comme My Hair, My Power pour essayer de transmettre des messages de positivité et de normalisation de la texture. Exactement. Mais je trouve qu'en même temps, quand bien même, tu vois, si on imagine demain, et ça serait beau, que la loi est votée et qu'on continue à perdurer tout ce qu'on fait, pour moi, c'est toujours important de rappeler en fait les fondamentaux, par exemple, voilà, de la discrimination, que c'est pas ok, de sensibiliser toujours, quand bien même, parce que là, il y en a qui continuent encore à faire de la sensibilisation, j'en sais rien, exemple sur l'écologie, alors que ça, on le sait depuis tellement d'années, et pourtant, ils continuent, même s'il y a des progrès, mais c'est pas parce qu'il faut jamais lâcher l'affaire, parce que tu peux toujours retourner en arrière. Ça, rien n'est linéaire. Moi, je vous rappelle qu'il y a 5 ans, il y avait des naturels qui sont revenus au lissage japonais, au lissage au tanin ou au truc comme ça, alors qu'elles étaient naturelles pendant des années. Elles ont été bercées par ce marketing-là et elles en ont pleuré 2-3 ans plus tard parce que leurs cheveux... Voilà. Donc, et en fait, il faut constamment être la mouche du coche, la relou de service qui rabâche le truc parce que le message, sinon, en fait, il se dilue. Ou bien sinon, le message, il se perversit. Et c'est comme ça que tu as fini par avoir un trip dans ta tête sur la recherche de la boucle parfaite. C'est exactement ça. Donc, il faut qu'il y ait des gens. Il faut constamment qu'il y ait des gens, et c'est en fonction des époques, des tendances, qui vont, elles, servir là, justement, de personnes immuables dans le temps, qui te rappellent à l'ordre, entre guillemets, qui te disent « Ah, le chemin, il est là, hein, t'es en train de t'égarer. Donc, reprends la route, reprends les bonnes bases. » Moi, il y a quelque chose d'autre dans cette loi... dans ce projet de loi contre la discrimination capillaire qui est important de dire, parce qu'aujourd'hui, on parle des cheveux texturés, mais moi, j'y suis allée, et je vais être très honnête, si c'était juste pour nos cheveux texturés, j'y serais pas allée. J'y serais pas allée parce qu'en fait, on nous aurait dit, on peut pas voter une loi qui catégorise uniquement une petite partie de la population. Totalement d'accord. Donc, et puis déjà, et en plus, je suis apolitique. Donc, package. Voilà, package. Donc, en fait, pour moi, c'était très important d'avoir une ligne de conduite extrêmement droite. Je comprends. Et surtout qui permettait de rassembler des gens, non pas autour d'un problème, mais de comment on peut trouver une solution. Et donc, dans ce projet de loi, on parle de discrimination, mais la discrimination capillaire, c'est pas uniquement t'as les cheveux bouclés, t'as les cheveux crépus, c'est aussi les femmes blondes qui se teignent en brun, pour pouvoir en fait bénéficier de promotion au travail, ou être prise plus au sérieux, ou être moins considérée comme des poupées et bimbos sans cerveau. Je suis d'accord. Ça peut être les gens colorés aussi, avec des cheveux colorés. Ça peut être les gens avec des cheveux colorés, ça peut tressés, être les personnes avec les cheveux roux qui ont toutes subi des discriminations, parfois même pire que les personnes à cheveux texturés. Les roux, ça pue et ce genre de choses horribles, des ignominies qui sortent de la bouche d'enfants. The Nature Chloé, elle en parle beaucoup. Voilà, donc... Et ça, être roux, aujourd'hui, quand t'es adulte, c'est beau, c'est sexy. Quand t'es enfant, c'est un enfer sur Terre. C'est clair. On parle aussi de la discrimination en ce qui concerne la calvitie, la perte de cheveux, et que ce soit... Alors, on peut parler des hommes, donc c'est le manque de virilité qui n'a parfaitement rien à voir. Ah non. Mais aussi, il y a l'alopécie, et l'alopécie, c'est un sujet qui est important parce qu'une femme sur 3, voire sur 4, on a subi. Subit ou va subir en fait l'alopécie. Et donc les femmes qui perdent leurs cheveux, donc il y a des alopécies androgènes, etc., c'est une personne sur 4.
C'est quand même énorme. C'est énorme. Et en même temps, c'est là où ça interpelle. Je trouve que tu as relevé un point excellent parce que souvent, c'est ce que je répète. Il y en a qui me disent, par exemple, oui, tu as des cheveux lisses, je comprends pas pourquoi elle interviendrait. Mais ça n'a aucun rapport, en fait, la discrimination capillaire. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, que ça englobe capillaire. Excuse-moi, ça englobe du coup beaucoup de choses et tu l'as très bien souligné et voilà, je suis contente d'ailleurs qu'on en parle parce que très peu de personnes oublient que c'est pas que les cheveux texturés, ça va au-delà de ça. Donc voilà, comme tu l'as dit. La discrimination, c'est de la discrimination en fait. Oui, c'est la discrimination. De toute façon, c'est négliger une personne en fonction d'un trait qui lui appartient. Un caractère qui lui un trait physique, aujourd'hui physique, qui lui appartient et qui est inné. C'est ça qui est terrible. Oui, parce qu'on peut rien y faire. Attends, dis-moi ce que t'en penses. C'est quelqu'un qui m'a dit quoi en commentaire, qui m'avait écrit « Si tu peux changer et choisir tes cheveux ». Qu'est-ce que tu répondras à ça, toi? What the fuck? Moi, j'en ai mis en 4-5, je crois même. 4-5 commentaires comme ça. Franchement, pour rien au monde, je changerais ma texture de cheveux et j'irai plus loin. Cette texture de cheveux qui m'a longtemps tiré des larmes et des crises de nerfs, en fait, je serais pas la femme que je suis devenue si j'avais pas eu ces problèmes capillaires. C'est clair. Ça fait partie de toi maintenant. Ça fait partie de moi, ça fait partie de mon histoire. Et en fait, c'est quelque chose, et c'est ça que je disais, de ce que je considérais, moi, être à l'époque un défaut, j'en ai fait non seulement une force, mais peut-être l'une de mes plus belles qualités, en fait. Ça s'est transformé dans d'autres choses. Mais jamais, au grand jamais, j'aurais pas la vie, je serais pas là. Ah, c'est clair. Mais moi, je crois, je serais pas là non plus. C'est clair. Non, mais comme toujours, et j'aime beaucoup cette phrase que je répète souvent, c'est que mon apparence déjà ne va pas justifier mes compétences, si on est quand même dans le cadre du professionnel. Et c'est important de rappeler ces fondamentaux aux gens qui aujourd'hui ne savent potentiellement pas en fait, qui discriminent parfois. Il y en a qui le font inconsciemment parce que c'est rentré dans leur éducation. Dans les mœurs. Puis les mœurs, ouais, ça arrive beaucoup. Mais merci pour ce petit rappel et franchement, ça fait du bien de l'entendre. Et du coup, là, tu es en train de prendre un tournant quand même un peu plus militant, alors certes qui est souvent fondé sur l'amour, l'humour et des tutos, mais comment ta communauté, toi, voit ce virage? Est-ce qu'on te le reproche? Moi, je le prends extrêmement bien. C'est plus que ça me fait peur dans le sens où aujourd'hui les réseaux sociaux, ça devient parfois, ça peut devenir du cyberharcèlement. J'ai reçu beaucoup de choses négatives, beaucoup de personnes qui m'insultent gratuitement, qui me... faut être paré, hein. Faut être paré à ça. Et c'est ça, donc je te dirais que ça va à une allure tellement vite, qui est très positive pour moi, parce que c'est le but aussi, c'est que ça puisse avoir un impact. Accéléré. Mais en même temps, il faut que moi aussi derrière, je réussisse à encaisser. Parce qu'il y a aussi, quand on est militant, j'ai envie de te dire, il faut être prêt aussi à l'envers du décor. Donc des gens qui sont prêts aussi à te dénigrer, à te dire, mais il y a plus important, ça c'est rien. Dans la vie. Plus important, ça c'est rien. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Enfin voilà, ça je peux me le prendre tous les jours. Tous les jours, on me rappelle ça, on m'insulte. Oui. Il y en a qui comprennent pas parfois le message. Parfois, j'arrive avec beaucoup de bienveillance pour contredire certaines vidéos de certaines personnes qui parlent de sujets quand même de cheveux. En tant que militante, parfois, je pense avoir quand même le mot à dire. Légitimité et ton mot à dire. Ouais, mais c'est toujours avec bienveillance. Mais alors, par contre, quand on commence à diffamer ce que je dis, à transformer... Ah oui, mais là, c'était il y a 3-4 jours. Ça m'a beaucoup impacté. Non pas sur ce que j'ai dit, et je garde... Non, mais tu te sens muselée et incomprise. Oui, muselée et incomprise. Et en plus, surtout qu'on transforme mes mots. On va me dire que, soit que du coup, j'insulte les autres de racistes, mais c'est pas vrai. C'est pas ça que je suis en train de dire. S'il faut pas discriminer d'autres personnes, discriminer les cheveux lisses, discriminer tout ça. Non, on n'est pas... Voilà. Et donc, il y en a qui potentiellement me disent aussi, voilà, ou alors que je pique le combat des femmes noires. Combien de fois on me l'a dit ça aussi? Quoi? Ah oui. Ah oui, combien de fois on me raconte des trucs comme ça. Donc c'est vrai qu'on doit faire face également à de la diffamation, on doit faire face aussi à des regards de jalousie. Qui sont pas dans la bienveillance. Non, qui sont pas dans la bienveillance. Et quand je te parle de ça, ça peut aller de personnes, donc on va dire random sur les réseaux sociaux. Oui, sur les réseaux, les rageux des réseaux, les haters. Et influenceurs, influenceuses également. Ouais. Bien sûr, il y a deux phases. Hein. Et ça, je dirais qu'aujourd'hui, c'est le travail que j'essaye de me forger. Parce que... Mais tu sais que c'est un travail sur soi-même qui est énorme. Il faut être bien entouré. Oui. Je pense pas qu'il faut être juste entouré d'un agent, je pense qu'il faut être aussi entouré de personnes qui ont du recul par rapport à ça et par rapport à des backlash qu'ils auraient eu et parce que gérer ce genre de choses, en fait, sur le coup, tu crois que ça n'a pas d'impact. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Sur le coup, je croyais que j'avais aucun impact. Franchement, je me rappellerai toujours le jour où c'est sorti, j'ai ouvert une bouteille de champagne. J'ai la vidéo, hein. J'ai ouvert une bouteille de champagne. De l'avoir. J'ai ouvert mon verre et j'ai savouré et je me suis dit, au moins, ça se fait dans les bulles. Ça peut paraître, non, mais je me suis dit, au moins, tu vois. C'est clair. Je
pourrais pleurer avec un oasis, mais c'est pas grave, c'est là. Voilà, mais en vrai de vrai, c'est juste après que j'ai eu ma chute réactionnelle, tu vois. Et là, tu te dis, mais je croyais que j'étais forte. Mais en fait... Et en fait, tu as beau être fort et continuer tes combats et avancer, mais ça peut avoir un impact qui est bien plus pervers à l'intérieur de toi. Après, tu as peur de parler. Après, tu édulcores. Tu édulcores. Et tu commences à alléger tes mots. Et en fait, ton impact, il est beaucoup moins fort. Parce qu'en fait, tu veux faire attention aux sensibilités. Parce que tu as peur qu'on transforme ce que tu vas dire. Et tu as peur aussi de l'impact sur toi-même, comme tu l'as très bien dit. Je préfère échouer en étant moi-même que réussir en étant une autre. Et ça, c'est ce que je te conseille. Ah là là, cette phrase, elle est incroyable. Ça, tu sais quoi, c'était ce que j'avais besoin d'entendre. Donc, je te remercie de me partager aussi ton parcours et de me transmettre ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est rare qu'il y ait de la sororité. Et en même temps, surtout quand les gens pensent qu'on est en concurrence, alors que c'est pas le cas. Aujourd'hui, on est dans le partage. En tout cas, je sais que toi, tu l'es. Et moi, pareil, pour les réseaux sociaux. Donc, merci pour ce rappel. Et vraiment, vraiment, je tiens à te le dire. Là, les gens me voient pas, mais je souris parce que ça me fait du bien de l'entendre. C'est vraiment ce que j'avais besoin là ces derniers jours. Eh ben, écoute, Kenza, merci. Il y a une question que je pose à chaque personne Il y a 2 questions que je pose à chaque fois. C'est la première, quelle aurait été la question que tu aurais aimé que je te pose? Ouh, alors je vais pas réfléchir. À chaque fois. Waouh. Bah pour moi, tu l'as déjà dit. C'était principalement pourquoi je suis sur les réseaux et en même temps, franchement, là c'était la question que j'avais besoin parce que tu m'as amené d'ailleurs les choses que j'avais besoin d'entendre. C'était comment je me sens en devenant militante aujourd'hui. Et la deuxième, c'est si tu devais citer en fait 1 ou 2 personnes que tu aimerais bien voir derrière ce micro après toi, qui c'est que tu citerais? Je pense à The Ginger Chloé. Ok. Parce qu'elle parle beaucoup avec ses cheveux roux. Et c'est très bien d'en parler parce que la dernière fois on en parlait, elle et moi, je lui dis c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Et une deuxième personne, je te dirais Élise Miro-Toff. Okay. Pourquoi? Parce que elle a grandi dans une famille où ils avaient que les cheveux lisses, c'était la seule avec les cheveux texturés et son parcours il est super intéressant avec son rapport à son cheveu, même si elle n'en parle pas tout le temps sur ses réseaux, mais j'aime beaucoup comment elle l'a amené et encore aujourd'hui je trouve que elle amène d'une autre manière son blond et avec sa famille qui n'a pas du tout et qui comprend pas du tout ces codes là. Ok, et écoutez, je pense que l'équipe a pris des notes. Merci beaucoup, franchement c'était un plaisir, c'était un épisode encore voilà, de partage, hyper stimulant. Merci de toute cette énergie. Et de toute façon, je te dirais qu'on va se revoir très vite. Et notamment, là, cette semaine. Demain. Chers collègues. Merci Kelly pour tout ce que tu fais. Et merci à l'équipe Les Secrets Loli pour tout ça. C'est génial. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. J'espère vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode de notre podcast My Hair, My Power, auquel on vous réserve encore plein de belles surprises. Merci beaucoup et à très bientôt.